Les changements n'ont pas fini de choquer ce monde. D'autres primes ont été dévoilées, d'autres personnages sont tombés, mais ce n'est pas une apparition légendaire qu'on a ici, mais une multitude. Car ce chapitre, c'est l'un des meilleurs de One Piece. C'est peut-être même le meilleur des chapitres qu'on ait eu après l'ellipse, car notre sang il est en train de palpiter les Nakama. Et sur Raftail, eh bien on vous parle de ce chapitre qui est devenu plus que légendaire. Pour nous, c'est même le meilleur de tous les temps. Tout simplement, c'est vrai, il y a tellement de choses à voir dedans, tellement de choses. Tellement de révélations aussi. Oui, et le nombre de personnages, c'est vraiment un chapitre all-star, avec tous les personnages qu'on voulait tous revoir. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur les personnages qu'on voulait revoir, et ils sont quasiment tous dedans. Il y a même Kobe qui ressort du lot, je trouve. Il a une présence, vraiment une présence. Sans compter Barbe Noire, sans compter Bois Hancock, qui s'illustre encore plus que les autres. C'est quelque chose. Mais avant de commencer, eh bien on a fait un petit unboxing. Donc là, c'est le tome 100, mais collector, mais italien. Mais franchement, il est magnifique. On l'a fait sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. On vous mettra le lien du coup directement en description. Ce n'est pas garanti, mais on va sans doute en faire gagner sur TikTok, donc allez-y, et puis vous serez prévenus au moins. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Pour la page de couverture, eh bien, on est assez déçus. Enfin, on est partagé parce que là, effectivement, eh bien, il y a l'utilisation du gaz hilarant de César et Oven et Katakuri se tapent dessus. Donc, en même temps, c'est assez drôle, mais c'est vrai qu'on est assez déçus. On sait pas trop. Est-ce que c'est César qui a remonté notre estime ou est-ce que c'est Oven et Katakuri qui sont un peu redescendus? Ce serait bien dommage parce que Katakuri s'est vendu comme un personnage hyper puissant. Ensuite, on peut se dire que le fruit de César est un fruit très cheaté. Après tout, il a fait tomber Luffy dans les pommes juste après l'ellipse parce qu'il a enlevé l'air. Là, il aurait pu faire la même chose à des endroits localisés. Bon, il y avait le Germa, mais là, il a utilisé son gaz hallucinogène qui a eu énormément d'effets sur les enfants de Mama, mais pas sur le Germa. Étonnamment. En tout cas, tout ça, on le verra dans le chapitre suivant. Mais par contre, on a remarqué que le toit actuellement, il a l'air d'être fait en biscuit. Donc c'est peut-être l'île de Crackers. Et ça serait vraiment intéressant. Première vraie page du chapitre, on est en pleine mer. Un navire légendaire est aperçu et à son bord, il transporte l'équipage du roux. Mais pas que, car il transporte un autre homme d'exception, Marco le Phénix. Ils sont venus le déposer sur Sphinx. Le second de Barbe Blanche les remercie et l'empereur lui demande une nouvelle fois de le rejoindre. Marco répond de cesser les plaisanteries. Le babysitting de Grand Pirate, il n'en peut plus. Et tout l'équipage rigole de leur capitaine alors que les adieux se font. Ça commence magnifiquement bien parce qu'on a l'apparition de personnages qu'on adore tous, réellement tous. Marco, qui est en plus avec l'équipage de Shanks. C'est fou cette histoire parce que c'est des personnages qu'on a toujours envie de voir. Et ça commence comme entre un Yonko et un second Yonko qui n'est pas dans son équipage à chaque fois. Veux-tu rejoindre mon équipage ? Toujours, c'est toujours la même chose, il n'y a pas une exception. À chaque fois qu'il y a une rencontre pareille, c'est toujours cette question, toujours cette chose sous-entendue. C'est normal, ce sont des puissants, ils veulent des puissants dans leur équipage, et en plus, Marco, il est libre. Sans parler du babysitting qui est vraiment une blague magnifique de Marco parce que c'est un bon personnage et il lâche des punchlines à chaque fois. Et oui, il a fait du babysitting pour Barbe Blanche parce que c'était le stratège à la fin. Bon, babysitting, on va dire un peu qu'il était dans une EHPAD et il s'occupait d'un vieux. Mais le vieux en question, il était pas mal. Et sur Nigashima, il a un petit peu babysité tout le monde, surtout Zoro et Luffy. Là, s'il doit s'occuper de Shanks un peu, on comprend qu'il puisse être un petit peu triste. On le redit en tout cas, on adore vraiment les interactions entre équipages là, ça fait plaisir à voir. On s'attendait pas du tout d'ailleurs, mais vraiment ça fait du bien. On tient d'ailleurs à préciser que la compagnie de transport Shanks le Roux, eh bien c'est l'une des meilleures, c'est l'une qui permet de voyager sans risque. Parce que la seconde, eh bien c'est celle de Rai, et là par contre elle n'a qu'une place. Un petit flashback commence. Au Pays des Voix, juste après l'intervention de Shanks, Yamato avait prévenu les Mugiwara sur sa décision. Il ne viendra pas. Luffy et Sanji étaient déçus, mais Yamato précise que l'incident avec le gars de la forêt ne s'est résolu que grâce à la présence de ce Haki surpuissant. Il ne peut quitter les lieux sans avoir peur de l'avenir. Zoro lâche à Yamato de ne pas blesser avec ses paroles. Juste après ça, Marco débarque et lâche à Luffy qu'il va quitter l'île. Mais maintenant, il est heureux, et Ace le serait aussi en voyant le chemin que son frère a emprunté. Et maintenant, c'est l'ère de Luffy. Là enfin on a un complément d'information et là ça fait du bien parce qu'effectivement les raisons qu'avait apporté Yamato la dernière fois, eh bien ça nous convainquait pas du tout. Mais là au moins on sait pourquoi, c'est bien parce qu'il y a une menace qui est présente, une menace qui est constante sur Wano. Même s'il a confiance en Momo, il ne veut pas laisser Wano dans cet état, il veut quand même être là pour soutenir Momo. Pour Marco ça c'est quelque chose de totalement différent. Là franchement il nous a vraiment impressionné encore une fois et ces mots de juste avant de partir, juste avant de rejoindre l'équipage de Shanks entre guillemets pour rentrer chez lui, c'était Ace serait fier de toi et cette nouvelle ère eh bien, sera à toi. Ces mots c'est vraiment très profond parce que c'était un homme qui était très proche d'Ace. C'est l'une des dernières personnes qui peuvent vraiment dire ce que Ace aurait pu ressentir à ce moment et surtout il était là quand Shanks avait dit que l'ère précédente s'appelait l'ère de Barbe Blanche. De dire que la prochaine ère, l'ère actuelle, c'est celle de Luffy, c'est quelque chose de génialissime. C'est vraiment quelque chose où Marco il a puisé en lui
et il a vraiment vu de ses propres yeux. Il ne dit pas les choses au hasard. Bien sûr, une ère, eh bien, on la nomme juste après la fin de celle-ci. Donc, à la mort de Luffy, cette ère s'appellera Luffy. Pour l'instant, elle s'appelle juste la nouvelle ère. Bien plus loin sur Calm Belt, une île est en partie détruite, c'est Amazon Lily. Mais l'impératrice semble assez bien, même si des hommes ont pu envahir l'île. Maintenant, elle veut juste se marier avec Luffy. Et le flashback commence. Quelques jours plus tôt, la flotte de la marine était sur place. L'île était encerclée et les hommes avaient foulé cet endroit sacré. Malgré la résistance des Kuja, une nouvelle arme avait pris le dessus. De nouveaux pacifistas, les Séraphins. La première aperçue est un enfant posant des ailes noires et du feu dans le dos. Mais l'impensable a lieu. Un tremblement de terre et dans son sillage, l'empereur le plus sombre arrive, Barbe Noire. Aidé de sa flotte, il éclate les marines et débarque sur cette île. Katarina veut la tête d'Hancock pour la rajouter à ses trophées. Teach continue son attaque, mais les marines attendent l'aval du QG pour contrer l'attaque. La folie est sur One Piece, mais une folie très sombre. Tout d'abord, on a les marines qui débarquent, mais ce n'est pas la seule chose. On a Barbe Noire qui a débarqué sur place, qui fait un carnage. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'il voulait. C'était le fruit d'Hancock, c'était le fruit de la passion. Le Meromeronomi en tout cas. Et c'est totalement incroyable. Là, on a vraiment l'impression d'être projeté vraiment dans le One Piece qu'on adorait, dans le One Piece avec beaucoup de sursauts. C'est mieux que Wano. La fin de Wano, l'après Wano est mieux que le Wano. On va le redire encore plein de fois dans cette review, mais on pense que là, ça atteint des sommets. D'ailleurs, sa flotte n'est pas complète. Ils ne sont que 3. Bon, Barbe Noire s'est peut-être dit qu'un Shichibukai, ça valait lui, plus 2 de ses commandants. Mais ça nous semble un peu particulier puisque où sont tous les autres? Où sont partis tous les autres? Pour nous, on prend le parti qu'ils sont partis ailleurs. Et ils sont partis chercher les poneglyphes. C'est fort possible qu'ils arrivent à mettre la main sur la plupart d'entre eux. Les poneglyphes rouges en tout cas. Parce que Barbe Noire, lui, il veut tout et il veut sans doute devenir le roi des pirates. Donc ça va être très intéressant la suite. Bon, Hancock ne veut toujours pas bouger et il semble qu'elle ait réussi. Bon, ça en tout cas, on le verra sans doute un peu plus tard. Mais il y a une chose bien plus intéressante parce qu'on a là un être qui ressemble à un Lunaria avec ses ailes noires et le feu dans le dos, ça ressemble carrément à King. Et nous, ce qu'on se demande, qu'est-ce que c'est exactement? Apparemment, c'est une nouvelle espèce de pacifista. Les choses là, elles deviennent vraiment très intéressantes. Et aussi, il faut dire 2 choses sur la marine qui attend les ordres du QG parce que c'est normal en fait, ils peuvent pas faire des choses sans ça. Et surtout, Barbe Noire n'est pas n'importe qui, c'est un empereur. Donc si on attaque un empereur, ça fait effet domino, c'est une déclaration de guerre. La marine n'a pas forcément envie de faire ça. C'est comme quand Shanks était arrivé à Marineford, il ne voulait pas déclarer la guerre à Marineford. Enfin, il ne voulait pas déclarer la guerre à Shanks. Là, c'est exactement le même cas de figure, mais ça va se retourner contre eux. Sur le champ de bataille, Koby, Hermep et une poignée de marines se sont infiltrés dans la ville. Le capitaine demande à Boa de se rendre tranquillement et tous s'en iront. Mais l'impératrice rétorque que non, elle ne se soumettra à personne. Sur le champ de bataille, des rayons de laser sont tirés et les subordonnés de Teach appellent à l'aide. L'empereur s'étonne, il voit son opposant, il voit les ailes noires, il voit leur peau brune. Et ce gamin, eh bien, il tient une énorme épée en main. Il essaye même d'attaquer Teach. Mais le coup part directement sur l'île et tranche la montagne en 2. L'empereur il comprend que c'est un pacifista. Il bloque sa nouvelle attaque avec son bras recouvert de haki pour le plonger dans les ténèbres. Koby agit totalement en capitaine, ça fait plaisir parce que là, Monsieur Koby, il a pris du galant, il a énormément de soldats avec lui, il défonce la porte de la ville et puis il va chercher Boa Hancock en lui disant « Ouais, rends-toi parce que c'est mieux comme ça ». Mais étonnamment, c'est Koby, nous ça nous rend fiers. Mais en même temps, la marine aurait pu envoyer quelqu'un de plus fort, c'est Hancock, pour ils auraient pu envoyer un amiral. Au moins plusieurs vice-amiraux. Là, le petit comité, c'est pas très intéressant. Mais la vraie surprise, c'est cet être avec des ailes noires. Là, ça fait référence directement à Lunaria, mais surtout, ça fait référence à quelque chose d'autre. Ce petit gars ressemble comme 2 gouttes d'eau à Mihawk quand il était petit. Sauf que Mihawk, on l'a vu, il est grand. Donc, ça veut dire que c'est de l'hybridation génétique. Les pacifistas ont toujours ressemblé à Kuma. On s'était dit que ils ont pris pour modèle Kuma, c'est des robots et compagnie, c'est fabriqué en série, mais là, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est génétiquement modifié. On sait tous que Vegapunk, il a modifié l'ADN, et là, il a sans doute hybridé, ils ont sans doute eu accès en fait à tout l'ADN des Shichibukai, qui sont des puissants pirates, et ils les ont hybridés en fait pour créer des armes encore plus puissantes. Vegapunk a également fait des expériences sur King. On l'a vu dans son flashback. Donc forcément, ça rend la chose beaucoup plus facile, beaucoup plus possible. Une armée de Lunaria, c'est une armée de Lunaria. C'est une espèce disparue, c'est une espèce très intéressante. Mais surtout, il a aussi fait des expériences sur Kaido. Donc si on a un Kaido Lunaria qui débarque, qui est contrôlé par le gouvernement, sachant que le bébé Mihawk, là, il vient nous couper une montagne en 2, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le plus gros n'importe quoi là-dedans, c'est qu'ils ont même cloné son épée. Hein. Mais il avait la même épée.
Ça n'a pas de sens. Même Mais après, apparemment, les objets ont des âmes, donc... Oui, pourquoi pas, c'est vrai, ça c'est très intéressant. Donc apparemment, pour résumer, ils auraient fait des clones de Mihawk, de plein d'autres personnages, ils les auraient génétiquement modifiés pour en faire des armes destructives. Avec ça, la marine prend une nouvelle expansion, ils deviennent vraiment de plus en plus puissants. Et là, ça reste quand même très intéressant. On verra par la suite ce que donnent du coup ces bébés Mihawk, etc. Mais ça promet en tout cas. C'est un peu un spoil parce qu'en fin de chapitre, on va voir le bébé Hancock. C'est vraiment une autre direction que prend One Piece. C'est vraiment la direction pour aller vers l'arc final avec la bataille contre le gouvernement, la bataille contre ces choses-là. S'il faut être un Yonko pour battre une de ces choses, on ne donne pas cher de la peau de la plupart des gens. On se demande enfin si Vegapunk est vraiment méchant. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui veut juste en fait faire des créations, même si ça peut détruire le monde? On va voir comment ça va se passer, mais c'est vraiment intéressant. Du côté d'Hancock, celle-ci arrête facilement la plupart des marines en les transformant en statues. Kobe ordonne au Séraphin de s'arrêter pour ne pas détruire les statues. Mais avant que celui-ci ne succombe, une main se profile et saisit l'impératrice au cou. Boa Hancock vient d'être attrapé par Barbe Noire et leur prime est enfin dévoilé. 1,659 milliard pour Hancock et 3,996 milliard pour Teach. L'empereur décrète que le titre d'impératrice pour Hancock n'est pas usurpé. Tous ses soldats sont devenus des pierres. Kobe, lui, il est à genoux. Et Hancock lâche que si elle meurt, le prochain utilisateur du Mero Mero no Mi ne pourra pas défaire son œuvre. L'empereur aperçoit alors Kobe et il remercie le héros de Rocky-Port, car c'est grâce à lui qu'il a pu vaincre Wang Zi et prendre la ruche. La situation devient de plus en plus stressante et intéressante. Vraiment, est-ce que vous avez vraiment déjà ressenti ça dans One Piece avant ce moment? En fait, depuis l'ellipse, c'est plus du tout comme ça. À Marineford, on l'a bien senti. À Enies Lobby, on l'a bien senti. Impel Down, on l'a très bien senti. Mais juste après l'ellipse, on savait que Luffy allait avancer, gagner, avancer, gagner, avancer, gagner. Même Onigashima, même contre Kaido, c'était avancer, gagner. On savait qu'il allait gagner. Alors que là, on arrive à un point où on a Teach qui tient Hancock, Kobe est juste en face, qui va gagner. Qu'est-ce qui va se passer? Hancock, elle peut détruire tout ce que Teach a créé, en fait, en tout cas les deux personnes qu'il a recrutées plus son armée, en l'espace d'un claquement de doigts. Kobe, lui, il est impuissant, il est à genoux face à ces deux-là. Et Teach, il peut tuer Hancock, mais il ne récupérera jamais son armée. C'est une situation où on se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer? Onigashima, c'était pas ça. Le fait que Teach dise que Hancock mérite largement son titre d'impératrice, eh bien ça c'est quelque chose, ça fait vraiment plaisir. C'est pas qu'elle est sous-estimée, mais en tout cas par la marine, elle semble être sous-estimée puisqu'ils ont envoyé Kobe. Alors qu'elle a le Mero Mero no Mi. C'est quelque chose qui permet de transformer tout mon empire à partir du moment où il y a une attirance physique et Hancock elle-même en fait induit l'attirance physique, le fruit induit l'attirance physique, forcément Teach, c'est vrai que ce fruit c'est son point faible, il veut détruire tous les points faibles existants au monde. Ce qui nous fait penser également qu'il a attaqué les révolutionnaires, mais on en parlera un peu plus tard. Et l'incident de Rocky-Port, rappelez-vous, Kobe était au centre de l'incident de Rocky-Port. C'était un héros là-bas. Law, lui aussi, il en faisait partie. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il faisait, mais en tout cas, Kobe, c'est le point central. Et ce personnage, Teach, dit que cet incident l'a beaucoup aidé à prendre la ruche. Grâce à ça, il a pu vaincre Wang Zi. Et c'est qui Wang Zi? C'est un membre de l'équipage de Shebeck. C'est un personnage que tout le monde disait, tiens, on a envie de le voir parce que c'est juste un membre de l'équipage de Shebeck. Où est-il? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est disparu? Est-ce qu'il était sur Trailer Park avec cette armée de zombies? Mais non, en fait, il était toujours vivant, il était sur la ruche, il commandait la ruche, et Teach est parti, l'a battu et a pris sa place. C'est encore plus palpable en fait le lien de Barbe Noire et de Shebeck. Ils sont vraiment tellement connectés que on a envie de voir le dénouement. On aurait cru avoir un peu plus d'indices, mais cet indice est déjà énorme. C'est vraiment intéressant. On se demande finalement si Kobe n'aurait pas resté au pouvoir d'Hancock, puisque parmi tous les soldats qui ont été transformés en pierre, eh bien il est le seul à avoir, pour l'instant en tout cas, résisté. Peut-être qu'elle n'avait juste pas encore projeté son attaque vers Kobe, c'est possible qu'elle comptait le faire et qu'elle n'a pas eu le temps, ou alors il a juste résisté. Hancock promet de ramener tout le monde à leur état normal, c'est tout le monde qui les lieu. Mais Barbe Noire n'y croit pas, au contraire, il veut la tuer. Car s'il lâche prise, il se fera transformer. Il le dit bien, aucun être vivant ne peut résister au Mero Mero no Mi. Kobe essaie de le raisonner, mais c'est autre chose qui va l'arrêter. Un acquis démentiel qui hante sur le champ de bataille. Un être hors du commun vient d'arriver. C'est Silver Riley. Il fixe Teach droit dans les yeux, il lâche qui s'attendait à voir les marines, mais là, même la montagne a été coupée en deux. Tous sont estomaqués par la présence de cet homme. Barbe Noire tremble. Et Riley lâche. Hey, l'apprenti de Barbe Blanche, ce n'est pas très mature de ma part, mais je ne t'aime pas. Et en se tournant vers sa protégée, il lui demande de relâcher son emprise sur les statues. Il sera le témoin de sa bonne foi.
Tu prends la scène de Marineford, tu remplaces Shanks par Rayleigh et tu as cette scène, c'est la même chose, le même flow, la même personne qui débarque pour dire tiens, arrêtez tout parce que je suis là. C'est vraiment ça. Et en plus, Rayleigh, sa dégaine, son pantacourt, je sais pas comment on appelait ça, ben c'est totalement du Shanks en fait. Ça se voit que Shanks a tout pompé sur Rayleigh. Ok, c'est les deux qui l'ont élevé, Roger et Rayleigh, mais on voit à qui il ressemble. En plus, Monsieur Aki, c'est Shanks également maintenant. Tout est dans Rayleigh. Et c'est tant mieux parce que cet homme est incroyable. Il vient de débarquer, il vient de faire un truc incroyable. Il a juste dégainé son sabre en disant que toi tu bouges, t'es mort. Et bien Barbe Noire, il a tremblé. Tout le monde a tremblé. Kobe, il était PLS. Et c'est magnifique, vraiment cette scène est magnifique, elle restera comme l'une des meilleures scènes de One Piece. Nous on s'attendait vraiment à ce que Rayleigh puisse se battre réellement là, qu'il meure peut-être face à Barbe Noire, mais non, juste pas de combat et une disparition. Là on a confirmation, Rayleigh est l'un des plus puissants de ce monde, il est même niveau Yonko, là c'est sûr et certain, il fait même trembler Teach. Et puis en plus, un homme qui sait traverser Calmette à la nage, forcément. Il a peur de rien. Les seigneurs des mers, qu'est-ce que tu me parles toi? Mais non, mais c'est quoi ce Rayleigh? On a tellement envie qu'il passe à l'action, on a tellement envie de le voir en fait en full puissance, mais... Et Roger, il était à quel niveau? Barbe Blanche, en fait, à son prime, il était à quel niveau? Là, qu'est-ce que c'est que ça? On est presque déçu que Rayleigh n'ait pas dégainé son sabre réellement pour battre Teach. Il est là juste pour ramener l'équilibre. Mais c'est vrai qu'on adorait déjà Rayleigh avant, mais là, avec cette scène, eh ben, c'est incroyable. Il vient de monter, et en plus, je pense que c'est le pantacourt qui fait tout. Hein. C'est le nouveau, c'est ça. Il s'est changé pour une fois dans sa vie, il est meilleur. C'est tout. Même il est bien. En plus, je trouve que la page où il apparaît n'est pas la meilleure en vrai. Lui dessus, je trouve qu'il n'est pas super bien dessiné, mais c'est l'ensemble. On aurait pu avoir une meilleure page, je sais pas, mais l'ensemble est très bien. Vraiment, l'intervention, la fin, parfait. Le flashback se termine. On revoit Hancock, Rayleigh et Shaki qui parlent des événements. La compagne lâche que maintenant, Calbeth n'est plus un endroit sûr. Et son titre est annoncé. C'est une des précédentes reines des Amazones. Une ancienne capitaine Kuja. Quant à Rayleigh, il lâche que les choses se sont étonnamment bien passées. Car vu son âge, il n'aurait pas pu battre l'opposant seul. Marigold et Sandersonia soulèvent un point qui est encore plus dérangeant. Parmi ces nouveaux pacifistas, il y en avait un qui avait la même tête que sa sœur enfant. Mais avec des ailes, du feu et des cheveux blancs. Et enfin, on aperçoit un navire qui se rapproche du QG et qui lâche une grande nouvelle. Le capitaine Kobe a été enlevé par l'empereur Barbe Noire. Ce chapitre était excellent, niveau Marineford minimum, si ce n'est plus, parce que là, trop d'informations, c'est un chapitre all-star comme on l'a dit. Nombre de personnages ont fait des apparitions et ont fait des actions. C'est pas comme si on racontait ce qui s'est passé, non, parce que c'est ça qu'on reprochait en fait au dernier chapitre, c'est qu'on raconte ce qui s'est passé, alors que là on les voit réellement, on voit les combats, on voit les échanges, on voit Teach essayer de tuer Hancock, on voit Hancock avec sa surpuissance, on voit Kobe à genoux qui est impuissant, on voit Rayleigh qui débarque pour dire cassez-vous, mais c'est pas chez vous ici, et ça marche. Et on a aussi ces êtres hybrides, et là c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. On ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est exactement, mais c'est vrai que ça rajoute quand même un énorme mystère déjà à tous ces mystères qui existaient déjà. D'ailleurs on voit très bien le parallèle entre celle dans Dragon Ball qui est également une énorme hybridation. On peut même pousser la chose un peu plus loin parce qu'on a eu pas mal de Shibukai entre temps. Et d'ailleurs, Teach est un Shibukai. Imaginez qu'en plus de Kaido, on a un Teach qui est Lunaria, un Teach qui est surpuissant de cette façon et qui débarque. On a vu le bébé Mihawk, il a donné du fil à retordre à Teach. Pourquoi pas imaginer un Teach qui viendrait en fait se battre contre lui. D'ailleurs, Webble aussi, on l'a pas vu, on n'a pas d'informations. Sans doute qu'on aura des informations plus tard. Peut-être qu'ils ont créé un clone de Webble version Lunaria qui a battu Webble. Ça fait sens en fait, ça fait totalement sens. C'est même des êtres qui ont l'air beaucoup plus puissants que les originaux, ou en tout cas en fait qui ont l'air de s'approcher. On voit que le bébé Mihawk tranche en fait exactement de la façon que Mihawk le fait. C'est assez bizarre en fait, mais s'ils ont les mêmes pouvoirs, les mêmes caractéristiques, agrémentés avec la puissance des Lunaria, qu'est-ce qui les arrête? D'ailleurs, du coup, on se pose énormément de questions parce que la marine pourrait très bien avoir récupéré le sang de personnes déjà décédées, comme Ace par exemple, ou bien d'autres pirates très puissants, et en faire des hybrides quasiment indestructibles. Alors à ça, on peut rajouter aussi du Barbe Blanche en hybride. On peut rajouter énormément de personnages qui, en fait, n'ont pas forcément montré toute l'étendue de leur puissance, qui pourraient entre guillemets revenir. Ça peut être une théorie qui est valable, ça peut être quelque chose qui va se passer dans le futur, parce que à partir du moment où ils peuvent voler l'ADN et faire ça, qu'est-ce qu'ils en empêchent? Qu'est-ce qui les en empêche?
Teach est un énorme antagoniste et là maintenant il est en train de se mettre à dos absolument tout le monde et même la femme de Luffy, la femme numéro 1 de Luffy, Boa Hancock. Et d'ailleurs souvenez-vous, il avait fait la même chose avec Dragon le révolutionnaire. Donc là ça prouve qu'une seule chose, c'est que finalement il a quand même un point faible, il a quand même peur de tous ces personnages là. C'est pour ça qu'il les attaque directement. Pour Kobe, tout a changé car il a été témoin de tout ça, mais surtout il a été enlevé par Barbe Noire. C'est la deuxième fois qu'il se fait enlever par un pirate, c'est très bizarre. Et là, est-ce que Barbe Noire va le forcer à rentrer dans son équipage? C'est une bonne question, mais nous on pense à totalement autre chose. Kobe, on n'a pas vu son enlèvement. Pourtant, on a vu le flashback quasiment en entier. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? N'oubliez pas qu'il est membre du SWORD. Le SWORD, c'est une organisation qui infiltre les grands pirates pour les déstabiliser. Et s'il voulait faire ça? Et s'il s'était infiltré chez Barbe Noire en disant à la fin, tiens, amène-moi avec toi, je veux devenir un de tes Nakama, entre guillemets. Parce que la condition, c'est que tout le monde parte et ensuite, en fait, on transforme tout le monde en état, enfin, on remet tout le monde en état normal. Donc, quand il était un peu éloigné, il est parti voir Barbe Noire et il a dit ça. Et il lui a dit ça pour l'infiltrer, pour le déstabiliser. Est-ce que Teach va accepter? Bien sûr qu'il va accepter. Parce que c'est ce genre de personne. Il va accepter tout le monde, mais il va se méfier de tout le monde. La preuve est là. Aokiji, c'est un ancien marine. Il l'a accepté dans son équipage. Donc, il peut faire ça. Et en plus, on aura une rencontre, enfin, un regroupement entre Kobe et Aokiji. Les deux personnes qui idolâtrent Garp le plus au monde. Ça, il faut l'avouer. Donc, ça va être super intéressant. Et ces deux personnages, qui sont sans doute des infiltrés, ils vont conduire à la chute de Teach lors de la bataille du trône. Et voici les petites prédictions pour le chapitre suivant. Numéro 1, Luffy et les autres arrivent à leur prochaine étape. Enfin, à force de faire n'importe quoi, Luffy traînera son équipage vers Elbaf. Numéro 2, le sort de Webble est dévoilé. Lui, il a été arrêté par la marine et il est en prison. Il a été battu par son propre clone. Numéro 3, les primes des amiraux sont dévoilées, ceux donnés par la Cross Guild. Et enfin, numéro 4, le reste de l'équipage de Barbe Noire débarque à Whole Cake pour voler le Poneglyph. Voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Et ben c'est une review qui était vraiment très complète parce que le chapitre était énorme et on a beaucoup de théories qui vont arriver sur le sujet. Donc rendez-vous très bientôt et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. A bientôt les Akos de One Piece.